Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui, on va pas parler de BTRBF Bivol, même si c'est le combat qui est actuellement sur toutes les lèvres. On va pas non plus parler de toutes les super cartes japonaises qui vont arriver le même week-end. Je l'avais déjà dit, mais on a ici le meilleur week-end de boxe de l'année. Je vais essayer de couvrir tous les combats les plus importants assez vite. Mais avant, parlons en fait des combats de ce week-end. Il y en a un en particulier qui retient mon attention, qui est donc le Kazakhstanais Janibek Alimkhanuly, qui a défendu son titre IBF et WBO contre Mikhailovic, qui est donc un néo-zélandais d'origine russe. C'est un combat qui finalement est passé un peu inaperçu parce que c'était un peu un pétard mouillé. Il aurait dû avoir lieu plus tôt, puis finalement il était décalé. Là il est arrivé à Sydney, donc personne n'a vraiment été au courant que le combat se faisait. Et puis Janibek galère un petit peu dans sa catégorie. Il n'y a pas beaucoup d'opposition en fait. Donc je vais essayer de tout reprendre dans l'ordre, ce qui s'est passé avant le combat, comment le combat s'est déroulé, et puis éventuellement quelle suite pour Janibek. Donc Janibek, c'est un boxeur qui est kazakhstanais, qui combat actuellement en poids moyen et qui a du coup depuis il n'y a pas longtemps 16 combats pour 16 victoires, dont 11 par KO. C'est un boxeur qui est devenu en fait champion du monde il y a de cela quelques années, donc je sais pas, à peu près 2 ans maintenant, dans la catégorie des poids moyens, qui est en fait une catégorie qui est actuellement assez vide. Il faut le dire, hein, je pense qu'on peut dire sans trop de problème que c'est actuellement la pire catégorie de boxe, malheureusement. Depuis en fait le départ de Triple G et de Canelo, la catégorie a eu du mal à se renouveler, et c'est vrai qu'actuellement en 154 c'est un peu la fête et il y a plein de super combattants donc en super welter, donc c'est la catégorie Crawford, etc., de Tsu qui est super bonne. Dans la catégorie juste au-dessus en 168, il y a Canelo qui continue d'imposer un peu son règne. Et on a des challengers qui sont alors plus très intéressants, ils commencent un peu à les avoir épuisés, mais encore des boxeurs intéressants. Et au milieu, il y a 160, la catégorie de Janibek, et il n'y a pas grand monde. Il a réussi assez vite à unifier pour récupérer du coup 2 titres. Donc il est actuellement champion WBO et IBF. Donc il a 2 titres, c'est le numéro 1 de la KT. Sauf que voilà, il n'y a plus grand monde. Et le truc, c'est que comme les 154 sont devenus super intéressants il n'y a pas longtemps, il n'y a pas grand monde qui risque de monter tout de suite en moyen. Et donc typiquement, Janibek est obligé d'affronter des boxeurs un peu moins connus et des gens comme Mikhailovic. Il faut dire qu'en moyen, il n'y a qu'une seule autre vraie grosse star, c'est Hamza Shiraz, le boxeur anglais, qui est en fait actuellement pas champion. Alors même s'il est globalement considéré comme le numéro 2 de la KT par à peu près tout le monde, et que ce serait vraiment un combat très intéressant, Shiraz contre Janibek. Et d'ailleurs, Shiraz est pas loin de devenir le WBO mandatory. Je crois qu'il a un combat près d'être mandatory WBO. Donc c'est peut-être le prochain combat de la KT à organiser. Mais en tout cas, en l'état, à part Shiraz, les autres gens dans la catégorie sont pas hyper, sont pas considérés comme étant hyper forts, ou en tout cas hyper connus. Donc il y a Carlos Adams, qui est champion de WBC, qui est honnêtement un bon combattant, mais qui est pas connu du tout. Il y a Iris Randilara, qui est connu, mais qui est hyper vieux. Et après, l'autre mec de la KT qui était un peu connu, c'était Jermall Charlo. Et lui, je pense qu'on va pas le revoir après un moment, là, il a eu des petits soucis judiciaires. Donc finalement, c'est une KT qui est un peu vide, et du coup, on a un Kazakhstanais qui, un peu à la manière de Triple G, domine vraiment la catégorie, vraiment. Sauf que, il domine une catégorie où il y a un peu personne. Et donc c'est un peu terrible, parce qu'on a un boxeur qui est vraiment bon, vraiment, mais on a un peu l'impression qu'il a juste aucun challenge dans sa KT. Pas parce qu'il est vraiment au-dessus, mais juste parce qu'il n'y a personne. Et donc ça fait que c'est un combattant qui est un peu suivi, mais un peu critiqué, en même temps qui n'est pas méga connu, parce que kazakhstanais. Malgré tout, moi je le plaçais quand même dans mon top 15, je le place d'ailleurs toujours, dans mon top 15 pound for pound actuel. Et Ethering l'a tout de même nominé à la 10e place a priori, pour eux, leur top 15, leur top 10, pardon, pound for pound de 2029. Donc, ils ont essayé de faire des prévisions pour eux qui seraient classés top 10 pound for pound en 2029, et Janibek était placé 10e. Donc c'est un combattant qui reçoit une certaine attention, mais qui, malgré tout, peine à proposer des affiches vraiment intéressantes. Et c'est typiquement le cas de l'affiche de ce week-end contre Mikhailovic, qui était mandatory à IBF. Donc vous connaissez l'IBF, ils ont toujours des mandatory qui sont parfois excellents et parfois qui sortent un peu de nulle part, notamment super moyen où ça sort un peu de nulle part aussi. Bon, moins que Mikhailovic quand même. Donc de toute façon, Janibek devait combattre Mikhailovic sinon il perdait son titre IBF. L'IBF, c'est comme ça, les challengers sont vraiment les rois, ce qui est pas plus mal. Donc du coup, il a défendu son titre et le combat va avoir lieu à Las Vegas le 13 juillet. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le petit combat du week-end le 13 juillet. Et bien en fait, le combat n'a pas eu lieu parce que Janibek a raté la pesée. En fait, il s'est évanoui en voulant faire le poids. Donc ça a posé pas mal de problèmes, les gens se sont demandé si, ça y est, il n'était pas juste trop gros pour être capable de faire le poids, s'il ne devait pas monter en super moyen. Le truc c'est qu'en super moyen, c'est pas lui qui aurait les cartes en main, parce qu'il a beau être le king des 160, il reste pas hyper connu, et globalement on considère que c'est un peu un champion de la pire caté quoi, donc il n'y arriverait pas en 168 comme le roi, avec la possibilité d'affronter directement Canelo et n'importe qui.
Donc on comprend que ce serait rude pour lui de repartir dans la piscine des challengers quelconques, alors que c'est actuellement l'un des champions les plus dominants actuels. Donc bon, il a quand même réessayé de recombattre en moyen. Il y a eu pas mal de débats, notamment avec la WBO, qui voulait s'assurer que Janibek était bien capable de recombattre en moyen sans se tuer avant de pouvoir lui laisser son titre. Donc il y a eu un petit bordel judiciaire, administratif quoi. Et finalement le combat a été reprogrammé pour du coup hier, donc le 4 octobre, à Sydney. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Janibek on lui a permis de conserver ses titres, donc IBF, WBO, parce qu'il a été jugé apte à continuer de combattre en moyen, mais en même temps, il y a eu du coup des nouvelles enchères. Donc il y a eu des nouvelles enchères entre le promoteur Top Rank, donc Judge Janibek, et le promoteur néo-zélandais de Mikhailovic, que je connais pas de nom comme ça. Et c'est là qu'il y a eu des trucs un peu sympas, c'est que cette fois-ci, c'est le promoteur néo-zélandais qui a remporté les enchères. Donc en fait, Top Rank n'a pas voulu mettre trop d'argent pour remporter la promotion du combat. Et donc le combat a été organisé par la promotion de Mikhailovic, c'est-à-dire à Sydney, donc en Australie, c'est-à-dire dans les terres de Mikhailovic, il est néo-zélandais mais c'est à côté. Et donc Janibek, qui est censé être le champion, s'est en fait retrouvé à devoir aller défendre ses titres chez son challenger, ce qui est assez inhabituel. En même temps, ça fait que du coup on a eu un build-up de combat, alors qui est pareil, un peu passé dans l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, mais en fait ça a été un build-up de combat assez intense, entre à la fois Mikhailovic, qui avait l'impression de vraiment ne pas du tout se faire respecter par Janibek. Clairement, Janibek, il n'en avait rien à faire de Mikhailovic, pour lui c'était juste une pierre sur son chemin qui devait tranquillement, un combat qui devait tranquillement gagner, pour qu'enfin on lui foute la paix sur le fait qu'il puisse plus faire le poids. Et pour Janibek, il semblerait que sa tête, elle était beaucoup plus concentrée sur les emmerdes qu'il a avec son promoteur Top Rank, que sur le combat qu'il y avait. Donc Mikhailovic a été assez acide et a été assez clair. Il veut remporter le combat contre Janibek, il veut que les gens se souviennent du nom de Mikhailovic, et il veut que Janibek se souvienne du nom de Mikhailovic. Donc c'est assez clair. Du côté de Janibek, honnêtement, assez mépris, assez prononcé de la part envers le challenger, et en même temps un sentiment d'abandon assez profond de son promoteur. En même temps, on les comprend, c'est un combattant qui est exceptionnel, mais qui n'a pas beaucoup d'adversité, qui n'est pas très populaire. Donc bon, une situation un peu tendue. Finalement, Janibek a fait le poids. Il y avait même 2 jours, donc il y a même eu 2 pesées, parce qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre trop de masse d'eau. Donc il y a eu une première pesée où il était à 160 livres, et il y a une deuxième pesée un jour plus tard où il ne fallait pas qu'il soit au-dessus de 170. Il n'était pas au-dessus de 170, donc le combat a pu se dérouler. Il y a aussi eu pas mal de bordel administratif parce que la WBO voulait sanctionner le combat en juillet, et finalement en octobre a dit en fait non, on ne sanctionne pas, donc tu défends que ton titre IBF, et si tu perds, le titre WBO est vacant. Puis finalement, alors je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que finalement au dernier moment ils ont dit bon allez en fait vas-y c'est bon, tu peux défendre quand même ton titre WBO, nous on reconnaît pas le challenger, mais comme t'es champion, on te permet d'avoir une défense un peu gratuite. Tu as le droit en tant que champion de choisir ton propre challenger, même s'il n'est pas classé chez nous, pas tout le temps, mais là cette fois-ci ça va. Donc bon voilà, il y a eu un peu de l'administration un peu en pagaille partout, et donc ce qu'il faut retenir c'est qu'on a Janibek qui est visiblement en termes un peu compliqué avec Top Rank depuis ce qui s'est passé en juillet. Janibek qui peut-être pourra plus trop combattre en moyen longtemps, même si en fait là finalement ça va. L'adversaire de Janibek qui était clairement pas content contre lui. Bon, voilà. Finalement, qu'est-ce qu'a donné le combat? En fait, le combat aurait pu se finir très vite. Alors, pour le voir, moi je l'ai regardé sur la chaîne YouTube de Sky Sport, qui est donc une chaîne anglaise, et qui en gros a diffusé le combat gratuitement sur sa chaîne YouTube, mais il faut être en Angleterre pour le regarder. Donc prenez votre VPN, mettez-vous sur Londres, et puis allez mater le combat sur la chaîne de Sky Sport. Vous tapez Janibek à Imkanouli contre Mikhailovic, vous le trouverez, le combat fait, je crois que la vidéo fait 48 minutes, un truc comme ça. Donc vous le trouverez. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder? Peut-être pas. Je dis ça rarement, et d'habitude je trouve vraiment que c'est nul d'aller regarder les highlights, et qu'il faut regarder un combat si on veut comprendre ce qui s'est passé. Là, pour une fois, peut-être que regarder les highlights, c'est pas une si mauvaise idée que ça en fait. Parce que ce qui s'est passé durant le combat, c'est qu'en gros, on a Janibek qui est meilleur que Mikhailovic, clairement. Donc dans le premier round, Mikhailovic essaie d'outbox un peu, il essaie de gérer de loin. En fait, ok, je vais être un peu méchant, mais en gros, Mikhailovic a fait ce que je fais en sparring. C'est-à-dire que tu commences de loin, parce que t'as l'ego du boxeur, t'as envie de boxer de loin pour montrer que tu sais mieux boxer que le mec en face. Et quand le mec te met une raclée, tu te fais bon, de loin ça ne marche pas, donc je vais boxer de près. Comme ça, au moins, ce sera un peu sale. Mais d'un côté, si le mec est meilleur à la boxe que moi, si je boxe un peu sale, il y a peut-être un monde où ça s'équilibre un peu plus, comme ça on arrête de boxer et puis ça s'équilibre. Et puis en même temps, à l'intérieur, c'est bête, mais quand vous êtes vraiment corps à corps, vous fermez beaucoup le combat. Donc quand vous accrochez beaucoup et que vous combattez dans les phases d'accrochage, vous fermez beaucoup le combat, donc vous prenez moins de coups, surtout moins de coups forts, parce que les gens n'ont pas la possibilité vraiment de charger leurs coups. Vous en donnez des coups moins forts aussi, et ça vous permet d'avoir toujours un peu une maîtrise du combat, donc ça équilibre un peu souvent la balance, je trouve, quand on n'a pas de boxeur qui sait vraiment combattre à l'intérieur. Et donc, c'est ce qu'il commence à faire, sauf que Janibek l'attrape,
Et au deuxième round, honnêtement, l'arbitre aurait pu arrêter le combat. On a en fait Mikhailovic qui est sur ses pieds, et sur ses deux jambes, mais il est éteint, il est complètement éteint. J'ai l'impression qu'on pousser le mec tomber, vraiment, donc il est complètement cuit. On voit qu'il est tout raide, il a plus aucune coordination, bref, le mec plus ou moins KO debout. Sauf que c'est là qu'on voit qu'il y a du vice de la part d'Alim Kanouli. Je sais pas si GGG, enfin si Golovkin aurait fait ça, honnêtement je pense pas, mais Alim Kanouli s'est montré plutôt vicieux, à la fois envers son adversaire, contre qui je pense qu'il avait une réelle envie de blesser, suite à, comme j'ai dit, au build-up du combat qui a pu être assez intense. Et donc, Janibek a choisi en fait, de ne pas arrêter le combat à ce moment-là. Je dis choisi parce qu'il envoyait sa gauche, il arrêtait le combat, qu'on soit clair. Il avait un sac de frappe qui suffisait de pousser pour faire tomber. Il envoyait une gauche un peu forte en plein milieu, Mikhailovic tombait. Et il se relevait pas. Mais il a choisi de pas abréger le combat. Donc limite, il est un peu taunté en restant devant lui et quand il essaie d'envoyer un coup, il esquive. Évidemment, parce que du coup, le coup de Mikhailovic est super lent et super visible à des kilomètres. Donc voilà, en tout cas, il n'a pas abrégé le combat. Et à partir du troisième, Mikhailovic a un peu récupéré, mais c'est clair, il ne peut pas boxer Janibek. Et donc, il y a eu un combat très fermé. Et peut-être que Janibek s'est juste dit, au lieu de l'abréger le combat au deuxième round, je vais le faire souffrir un peu plus en continuant de le frapper un peu sur le round suivant. Et puis j'abrège le 4-5. Sauf qu'en fait, il s'est retrouvé à pas trop pouvoir abréger au 4-5e, parce que du coup, Mikhailovic a fermé le combat, vraiment, à courte distance. Et c'était un peu pénible à regarder. Et en fait, ce que ça a donné comme illusion de combat, c'est que finalement, on s'est vite retrouvé en fait, avec un Janibek qui est meilleur, qui a fait exprès de pas KO son adversaire assez tôt dans le combat, et qui finalement a passé un moment à juste lui faire mal, mais soit a juste fait exprès de laisser durer le suspense parce qu'il voulait vraiment que son adversaire comprenne qu'il avait rien à faire sur le ring et qu'il aurait dû pas être aussi arrogant dans la phase de montage du combat, dans le build-up. Peut-être qu'il s'est retrouvé un peu démuni à pas être capable de vraiment abréger le combat, même s'il remportait tous les rounds et qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Jusqu'au 9e, où il arrive à replacer un coup un peu fort, et l'arbitre dit bon allez c'est bon, on arrête le combat. Donc finalement ça se finit de manière presque un peu décevante, où on n'a même pas le gros chaos sanguin qu'on aurait pu voir au deuxième si vraiment Janibek avait cassé la garde et mis une grosse gauche en plein milieu du menton de son adversaire. Donc on n'a même pas eu ce chaos très sanglant, et on a eu du coup vraiment du round 3 au round 9, finalement un combat où on avait l'impression qu'en fait Mikhailovic pouvait pas et Janibek était entre le je peux pas et je veux pas. Donc c'était pas un combat de boxe exceptionnel, pour moi ça aurait dû s'arrêter au deuxième. Et honnêtement, ça n'aurait pas été scandaleux que l'arbitre dise bon voilà, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Donc dans tous les cas, Janibek conserve ses titres, conserve son statut de numéro 1 des points moyens, conserve et envoie un gros message à la KT, encore une fois, en disant vraiment que c'est lui clairement le meilleur. C'est pas si évident que ça, hein, parce que vraiment, il aurait eu un combat un tout petit peu accroché, les gens lui seraient vraiment tombés dessus, en lui disant bah voilà, Janibek, t'es nul. Enfin, c'est vrai que c'est bête, mais on se rend pas compte à quel point les gens à quel point le public est exigeant en boxe. Et il suffit de faire une performance bonne mais un peu serrée pour que le public vous tombe dessus en disant que vous avez été exposed, qu'en fait vous étiez nul depuis le début, enfin, c'est vraiment dur. Donc il fait une fois de plus une performance qui honnêtement n'a qu'une copie parfaite, modulo le fait qu'il n'a pas envie d'abréger Mikhailovic. Hein. C'est très très dur de reprocher quoi que ce soit à Janibek sur ce combat-là. Et en fait, les gens ne retiendront pas qu'il a rendu une copie parfaite. Parce qu'on attend de lui qu'il rende des copies parfaites à chaque fois, et on lui cassera, enfin on lui tombera dessus dès lors qu'il rendra une copie avec quelques erreurs, quoi. Donc c'est honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, et donc il faut être capable d'apprécier le combat que nous a sorti Janibek, et de le féliciter pour ce combat. Alors même si on peut le critiquer vis-à-vis de son attitude vicieuse, bon, personnellement, c'est la boxe, quoi, c'est pas la première fois qu'on a un mec qui veut vraiment faire mal au mec en face. Moi je l'aurais pas fait, j'apprécie les combattants qui le font pas. Janibek a choisi d'être méchant, il était énervé, il a été méchant. Puis voilà, ça fera des tours de compilation YouTube, là, des petits montages shorts avec des musiques un peu dark, où on verra son petit sourire et tout. Enfin bon, bref, je laisse les gens faire des montages dark, la possibilité de faire des montages dark. Moi je tombe pas forcément sur Janibek pour ça. Mais voilà, je pense que malgré tout qu'il faut noter que malgré tous les doutes qu'il y avait sur lui en l'amont du combat, vis-à-vis des problèmes de poids, vis-à-vis des problèmes avec le manager, et vis-à-vis du fait qu'il s'en battait les couilles de son adversaire, il a encore une fois rendu une copie parfaite. Maintenant la suite pour Janibek, la suite elle est compliquée. La suite elle est compliquée parce que comme je disais, il est en début de vidéo, hein, il est sandwiché entre une KT, les super welter, qui est trop bien, mais je pense que déjà qu'il a l'air un peu d'avoir du mal à faire les 160, il pourra vraiment pas faire les 154, et en même temps les 168, mais en fait il arrivera pas en patron. Et honnêtement, un Janibek Canelo, moi ça me chauffe. Alors je dis ça, je préférerais un Billy Canelo parce que je suis français, mais en vrai, Janibek Canelo, ça me chauffe de fou. Est-ce que ce serait mieux qu'un Berlanga Canelo? Oui, pour moi Janibek est plus légitime que Berlanga à avoir une chance contre Canelo, vraiment. Maintenant, est-ce que ce serait un combat qui serait vendeur? Évidemment que non, évidemment que Canelo, ça l'intéresserait pas de prendre ce gars.
Et en fait, le problème actuellement, pour moi, de Janibek, hein, il y a un peu le même problème qu'un Jaron Ennis. C'est-à-dire qu'il domine une catégorie, donc pour Ennis et welter. Je pense qu'on peut le dire qu'à mon avis, Ennis domine à peu près la catégorie, même si il a affronté de moins de gens du top niveau que Janibek, parce que la catégorie s'est ouverte il y a moins longtemps que les moyens. Mais si Ennis reste en welter, dans 2 ans, ils en seront au même stade. Enfin, dans 2 ans, Ennis sera au même stade que Janibek actuellement. C'est-à-dire que le mec domine les welter, ok. Mais comme la catégorie est considérée comme faible, en fait, t'as beau dominer une catégorie qui est faible, ça fait pas de toi un mec qui a suffisamment d'arguments sur la table pour venir directement dans la catégorie du haut prendre le champion. Et du coup, bah, t'as un peu un choix ambivalent entre est-ce que je vais rejoindre la piscine de challenger assez intéressante, mais que du coup j'abandonne le fait d'être quelqu'un de spécial dans la catégorie des super moyens, et donc je rejoins voilà, les Munguia, les Billy, les plantes, ou est-ce que je reste en moyen pour assouvir ma domination encore un peu plus longtemps et me faire un nom de cette manière-là, sachant que ça va être compliqué de trouver des adversaires intéressants, et que le seul qui pourrait vraiment arriver pour moi c'est Shiraz, ou en fait une unification avec Adams. Honnêtement pour moi Lara et Yanibek ça m'intéresse pas beaucoup actuellement. Et c'est vrai qu'un Shiraz Yanibek ça m'intéresserait, ça peut arriver, vraiment. Je pense que Shiraz serait considéré comme favori, pas pour moi, parce que Yanibek est vraiment bon, mais c'est un combat qui serait super bien. Pour la première fois on aurait peut-être un mec qui pose vraiment des difficultés à Shiraz, et peut-être un mec qui pose vraiment des difficultés à Janibek. Évidemment s'il perd, tout le monde dira depuis le début que Janibek était nul, parce que le Shiraz elle va en poupe. Mais le combat serait vraiment intéressant. Maintenant, je me dis juste, t'es à la place de Shiraz, tu t'es vraiment fait un nom dans la catégorie des moyens, et t'es d'ailleurs considéré comme étant meilleur que 2 des 3 champions, alors que t'es même pas encore challenger pour un titre. Est-ce que t'as quand même pas envie d'abord de te faire la cerise en allant chercher des titres faciles contre Lara et contre Adams, plutôt que d'aller directement t'attaquer au Big Boss Janibek? Donc honnêtement, je pense pas que Shiraz irait vers ce combat. En fait, je pense que Janibek a besoin de Shiraz, parce que c'est le seul nom qui est intéressant pour lui à taper dans les moyens. C'est un combat dangereux, mais il faut qu'il chope des combats dangereux pour se faire un nom. Et je pense que Shiraz a tout sauf envie d'aller vers un Janibek. Mais ça me plairait, sinon voilà le fait qu'il monte. Et sinon, bah, il peut toujours choisir de continuer de défendre son titre des moyens en boucle, en espérant que petit à petit les mecs des poids super welter vont monter. Donc est-ce que Crawford tenterait le 5e titre? Pourquoi pas? Est-ce que Tsu, Fundora montrer? Pourquoi pas? Est-ce que Bohachuk montrer? Est-ce que Ortiz montrer? Est-ce que Madrimov montrer? Peut-être que maintenant que Madrimov a perdu, on pourra organiser un Madrimov Janibek. Ce sera un gros combat, parce que maintenant Madrimov s'est fait un nom après avoir perdu contre Crawford. Ouzbek contre Kazakh, et ce serait l'occasion de montrer que les pays de l'Est maintenant sont sur le paysage boxe. Moi tout ça m'irait, mais c'est vrai que de toute façon l'avenir reste assez incertain pour Janibek, rien vis-à-vis de son promoteur. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, du coup n'hésitez pas à aller mater les highlights du combat, j'ai un peu honte de le dire, et puis bah, j'espère que vous suivrez avec attention la suite de carrière de ce Kazakhstanais, qui pour moi s'impose actuellement de plus en plus comme vraiment un très bon boxeur. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!